Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo finale sur Once Upon a Time. Oui, les meilleures choses ont une fin. Même si je vois personne qui dira que c'était ma meilleure série de vidéos sur ma chaîne. En tout cas, j'espère pas parce que ce serait un petit peu insultant pour mes autres travaux qui sont beaucoup plus recherchés. Mais bref, on a fini de voir la saison 7 finale de cette série il y a peu. Et avant de dire au revoir à cette série, je sais pas, peut-être qu'un de ces quatre, je me reverrai les trois premières saisons par nostalgie, histoire de découvrir un petit peu comment marche la VF aussi, c'est pas impossible. Mais oui, en dehors de ça, ce sera les trois premières saisons et les saisons 4 à 7, c'est pas prévu que j'y rejette un œil dans un futur proche ou éloigné, ça c'est clair. Mais, donc avant de finir sur cette série, sur laquelle j'en reviendrai sans doute très peu dans la suite de ma vie, j'ai envie de faire un petit bilan sur ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Et donc, en faisant, pour commencer, quelque chose d'un peu général, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le mieux réussi dans cette série, qu'est-ce qui a été le moins bien réussi. Bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler en détail, c'est pour ça que je ne vais pas m'apesantir là-dessus, à ce niveau-là. Qu'est-ce que cette série a le mieux réussi pour moi? Les moments émotion, quand on les a bien créés autour des personnages, et son casting. Son casting était pour moi la meilleure chose, quelque chose de très bien fichu. Il y a eu plusieurs séries où j'ai eu du mal à rentrer dedans, tout simplement parce que les acteurs étaient lambda. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mauvais, mais ils étaient lambda. Là, ils se prenaient vraiment dans leur rôle. Et bon nombre d'entre eux m'ont vraiment convaincu, à quelques exceptions près, parce que rien n'est parfait, évidemment, mais la quasi-totalité des acteurs était très bien choisie, que ce soit dans les rôles principaux ou même dans les rôles secondaires. Et je trouve ça dommage qu'à côté de ça, le plus gros défaut, ce soit l'écriture, pas réfléchie, pas prévue à l'avance. On a une très bonne interprétation avec une écriture très pauvre, surtout à partir de la saison 4, ça a commencé de plus en plus à devenir foutraque, on ne sait pas où on va. Il est clair et net que quand ils ont commencé cette série, ils n'avaient pas prévu d'étendre leur univers à ce point, et donc ils ont dû trouver des excuses pour continuer de suivre les mêmes personnages, alors que, je sais pas, ils auraient peut-être pu essayer de partir sur la même voie que Once Upon a Time in Wonderland, c'est-à-dire essayer de créer des histoires autour de différents personnages. À nouveau, il y a des personnages secondaires qui sont tellement passés à la trappe, étant donné qu'on est toujours centré sur les mêmes persos, et que ça en devient un petit peu frustrant. Les deux personnages les plus frustrants à ce niveau-là en termes d'écriture, pour moi, c'était Mulan et La Fée Bleue, qui avaient énormément de potentiel sur le principe, mais qui ont à peine été développés. C'était juste des persos de soutien qui apparaissaient, histoire de dire, et sur lesquels on n'a rien donné. Je veux dire, même des personnages comme Cendrillon, on prend un moment pour centrer 2 épisodes sur elle. Mulan n'a pas eu un seul épisode centré sur elle. La Fée Bleue n'a eu aucun épisode centré sur elle. Alors que, voilà, ce sont des personnages présents depuis quasiment le début, et pourtant, rien. Voilà, c'est très frustrant à ce niveau-là de voir comment vous avez gâché certains personnages. C'est à nouveau un problème d'écriture qui a beaucoup gêné mon appréciation de la série. Donc oui, si on devait résumer le point positif principal de cette série, c'est l'interprétation. Très bien fichu. En toute honnêteté, j'ai eu du mal au début avec certains cosplays, mais la grande majorité du temps, c'était vachement bien réussi. Quand je vois à côté, je sais pas, Descendants, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu veux traiter ces films, je regarde rapidement ces films, je me dis non, c'est quoi cette espèce de cosplay qu'on verrait dans une convention, quoi, que vous essayez de rendre ça crédible. Certains cosplays que j'ai vus dans Descendants, c'était affreux, vraiment affreux. Alors que dans Once Upon a Time, ils ont fait quelque chose de recherché. On s'en captait quand même que c'était bien fichu là aussi. Donc même en termes de cosplay, c'était plutôt bien fait. En termes de jeu d'acteur, très bien fait. L'interprétation, nickel. Écriture, défaut principal, écriture, qui n'a pas su aider à mettre ça vraiment en valeur. Et c'est franchement dommage parce qu'il y a énormément d'acteurs et d'actrices que j'ai été content de suivre et dont j'aimerais suivre davantage le travail. Il y a une personne qui m'a parlé de l'actrice qui joue Javotte, qui joue dans la série Reigns. C'est pas impossible que j'y jette un coup d'œil parce que voilà, j'ai beaucoup aimé l'actrice dans la saison 7. Son personnage a été super mal écrit et super mal géré par le scénariste, mais punaise, l'actrice a donné tout ce qu'elle pouvait pour que ça passe. C'est très dommage. Après bon, les problèmes d'écriture viennent surtout à partir de la saison 4. Dans les 3 premières saisons, ça allait globalement. C'était pas parfait non plus. Les 3 premières saisons n'étaient pas génialissimes, mais elles étaient quand même bien, vraiment bien. Et c'est après, de la partie de la saison 4, que ça commençait à devenir basique, plat correct.
C'est-à-dire que ça se regarde, mais voilà, hein, c'est pas de quoi fouetter un chat, personnellement. Voilà, donc ça c'est mon avis global, mais comme j'aime bien faire des listes, on va revenir en détail sur certains aspects plus précis de la série qui m'ont le plus plu et qui m'ont le plus déplu, en commençant de façon très générale par le meilleur arc pour moi et le pire arc. L'arc de Peter Pan, beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Bon, c'est pas pour dire qu'il est sans défaut, il y a quelques moments que j'ai trouvé un peu rapide, et j'ai trouvé un peu dommage qu'on se débarrasse comme ça des personnages d'antagonistes qu'on a vus à la fin de la saison précédente. C'est un peu frustrant sur le coup, mais une fois qu'on entre dans l'ambiance du pays imaginaire, qu'on découvre cette nouvelle version de Peter Pan qui est très intéressante, j'y reviendrai, on est vraiment pris dans l'histoire, on est vraiment pris dans cette espèce de quête sur l'instant que doivent vivre nos personnages, ces liens qui se créent, ces épreuves qui se mettent en travers de leur chemin. C'est dans cette saison-là que j'ai vraiment appris à m'attacher à Killian Jones. Dans la saison 2, le Capitaine Crochet, je vous cache pas qu'il m'a pas laissé une grande impression. Je n'avais pas détesté, mais il m'a pas laissé une grande impression. À partir de la saison 3, je commençais vraiment à m'attacher au personnage, grâce à l'acteur à nouveau, et grâce à l'histoire qu'on lui a créée. C'était très, très joli à ce niveau-là, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et ouais, c'était beaucoup de rebondissements qui m'ont plu, même si certains étaient un peu faciles, mais bon, j'ai le sentiment que c'est un truc, on est obligé, on peut pas y couper dans n'importe quelle saison de Once Upon a Time, on y aura droit à des moments faciles, des trucs qui vont trop vite. Mais ouais, c'était très efficace en matière de suspense, d'émotion, et le méchant à nouveau était génial. Alors l'arc qui m'a le plus déplu, c'était presque ex aequo, mais bon, j'ai quand même fait un choix. Ça s'est joué entre, d'une part, le deuxième arc de la saison 4, avec l'auteur, tout ça. Ça a amené une toute nouvelle notion dans la série. J'ai trouvé mal géré du début à la fin de la série, vraiment, avec un méchant ridicule pour moi, très, très mal géré dans ses motivations, une évolution du ténébreux que j'ai pas apprécié, le concept de fin heureuse qui a été pris au pied de la lettre dans l'histoire, que j'ai trouvé complètement ridicule. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce principe de partir du fait que les méchants ont forcément une fin heureuse, comme si on était conscient qu'on était dans des histoires de contes, alors qu'ils ne sont pas censés être conscients que ce sont des histoires de contes. Et c'était de la connerie pour moi, énormément de points, c'est de la connerie par rapport à cette histoire d'auteur, mais l'arc qui m'a le plus déplu, clairement, c'est le premier arc de la saison 5 sur Black Swan, comme on dit, qui fout en l'air énormément de choses qui pouvaient être très intéressantes au début. Les premiers épisodes, je vous cache pas que j'étais pris dedans. Tout l'arc avec Arthur promettait des choses intéressantes, et puis c'est devenu un espèce de gros méchant lambda. Heureusement qu'il s'est un peu rattrapé à la fin, mais c'est devenu un espèce de gros méchant énervé lambda sans profondeur. Black Swan, donc Emma en ténébreuse, a été super mal gérée parce que ça repart du principe que j'ai détesté dès la saison 4, je ne cache pas, dès la saison 4 ça m'a gonflé ça, c'est que Emma a toujours du mal à faire confiance aux autres et veut tout faire toute seule. Et c'est un truc que j'avais bien apprécié à la fin de la saison 3, quand on avait vraiment l'impression qu'elle commençait vraiment à s'ouvrir et à faire davantage confiance. Mais là non, on repart du principe, c'est bon, mes problèmes je gère tout seul. C'est ce manque de confiance qui a foutu énormément de choses en l'air, des tonnes d'éléments qui mettent en place les origines du ténébreux qui sont à chier, les origines du ténébreux sont à chier, vraiment c'est de la merde, de la merde pas du tout inspirée. Le grand méchant surprise de fin en la personne de Killian était amené super rapidement de façon pas du tout crédible pour moi. Et de façon insultante pour le personnage, très sincèrement. Et ça s'est résolu de façon très rapide, expédiée et pas du tout satisfaisante. Donc, énormément de choses qui ont été mises en place par rapport à Emma et ses intentions qui, en fin de compte, n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et tout ça pour un méchant surprise de fin qui n'a rien promis, qui n'a rien donné. Et une conclusion autour de Rumpelstiltskin qui est repassé du côté du mal alors qu'il est repassé du côté du bien de façon très maladroite et pas du tout... et très peu crédible, mais qui promettait quelque chose qui au final n'est allé nulle part. Et on jouera même pas plus que ça, même pas du tout sur le fait qu'il est censé avoir des super pouvoirs de ténébreux après ça. Donc c'est un arc qui n'a apporté
pas grand-chose, qui a souillé les origines, la backstory du Ténébreux, alors que c'est censé être quelque chose de très important, et qui promettait des choses au départ, et qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Vraiment pas du tout. Et ouais, c'est l'arc le plus frustrant et le plus mal fait de la série pour moi. Maintenant que les arcs c'est fait, on va parler un petit peu des personnages. Quels sont les personnages qui me plaisent le plus? En commençant par les personnages de soutien. On va faire 3 catégories de personnages parce qu'ils se démarquaient un petit peu. Et mon personnage de soutien préféré, c'était Geppetto. Grandement grâce à la saison 1. J'ai beaucoup aimé son passé par rapport à Pinocchio, ce qu'il était prêt à faire pour lui. L'acteur, j'adore cet acteur. Chaque fois qu'il joue dans une série, je suis toujours pris par son personnage parce qu'il y a une vraie interprétation très forte là-dedans. Son histoire était très jolie, la façon dont on l'a incorporé à l'histoire de base de la première saison était très bien faite. Et de ses émotions envers son fils qu'il est prêt à faire pour lui, pour moi, ça m'a vraiment très fortement touché. Et on a très bien joué là-dessus sur une grande partie de ses apparitions. J'ai adoré Geppetto dans cette série. Le personnage secondaire que j'aime le moins, c'est Lily. En grande partie parce qu'il a été très mal géré. Vraiment. Son passé a été très mal géré, ça sortait de nulle part, du gros comme par hasard, du gros destin. On lui a créé une espèce d'arc où elle arrête pas de changer d'opinion parce que merde. En disant elle est vouée à voir que le malheur, à être méchante, alors qu'en fait non, ça foutait en l'air énormément de choses par rapport au passé de Blanche-Neige et David. Là aussi c'est un truc que j'ai pas du tout aimé dans la deuxième partie de la saison 4. Toute l'histoire autour d'elle était mal faite, mal gérée, mal pensée. Et étant donné qu'on la revoit plus du tout après qu'on a créé tout un délire sur qui est le père de Lily, à laquelle on aura répondu à la toute fin dans une blague qui m'aura bien fait marrer, même si je sais pas si c'était censé être pris au sérieux ou pas. Mais ce personnage n'a rien apporté à créer un conflit ridicule. Et j'ai eu énormément de mal à y accrocher dès lors qu'on a essayé de lui donner une importance qu'elle n'aurait pas dû avoir, tout simplement. Mais bon, c'est les créateurs de Lost, enfin il y a des scénaristes qui ont de Lost là-dedans, il fallait absolument créer des liens entre tout et tout. Ensuite, pour parler des méchants. Mon méchant préféré, sans surprise, c'est Peter Pan. Je trouve que c'est une réappropriation du personnage très intéressante. C'est pas un recopiage bête et méchant comme on l'a fait avec d'autres histoires Disney qui ont été reprises. C'était une façon de rendre le personnage sincèrement, foncièrement méchant en étant fidèle à son état d'esprit de départ, c'est-à-dire le fait qu'il n'aime pas la vie d'adulte, les responsabilités, tout ça. Mais ça montre jusqu'où il est prêt à aller, ce qu'il est prêt à sacrifier pour rester dans cet état d'esprit-là. Ça montre le côté très sombre que promet quelqu'un comme Peter Pan dès lors qu'on réfléchit un petit peu à ce qu'il est. Et j'ai trouvé ça très très fort. Il a de très bons moments, l'acteur, génial. Bon, il fait pas il fait pas vraiment enfant, on dirait plus quelqu'un en fin d'adolescence. Encore que par rapport aux autres enfants perdus, je trouve qu'il fait plutôt le taf, il fait à peu près l'âge, mais ouais... C'est un petit détail là aussi avec la saison 3, mais bon, ça reste très bien interprété, de très bonnes motivations de personnages que j'ai énormément apprécié. Le pire méchant pour moi, j'aurais peut-être pu dire l'esprit des ténébreux en règle générale, parce que ça amène des méchants très moisis dans la saison 5, dans la première moitié de saison 5, mais c'est difficile de définir en tant que tel, il y a plusieurs ténébreux, c'est pas clair. Voilà, donc je vais pas considérer ça comme un méchant potentiel vraiment ciblé, on va plutôt parler d'un méchant très précis, Isaac Heller, l'auteur de la saison 4, qui est un peu une merde pour moi. Et je sais qu'on peut gérer ce genre de personnages très, très déplorables en les rendant intéressants. Par exemple, dans Buffy saison 6, on suit la grande majorité des temps des losers. Et je trouve que c'est plutôt bien incorporé, ça crée une histoire très, très intéressante parce que ça nous change du cadre habituel et ça joue bien là-dessus. Là, non, quoi, c'est un loser qui veut changer l'histoire pour des raisons qui n'ont jamais été super claires, c'est juste quelqu'un qui est curieux, mais qui pense quand même aussi à son bonheur, et il a des aspirations très basiques aussi. Ses motivations sont médiocres. Ce qu'il apporte à la fin
pas intéressant. Et tout simplement, après tout le pataquès qu'on a fait autour de lui dans toute la saison 4 avant son apparition, quand on a ça, cette espèce de petite merde, j'ai envie de dire, c'est très décevant. C'est très décevant et ouais, je ressens pas grand chose pour lui. Je ressens aucun intérêt réel, il n'y a aucune complexité du personnage, il dégage rien d'intéressant, c'est juste un sale con à qui on a donné le pouvoir de réécrire l'histoire. Et ça crée du conflit, c'est clair, mais pas du conflit très intéressant personnellement. Et enfin, pour venir sur les personnages de protagonistes, mon protagoniste préféré, j'ai un petit peu hésité, mais au final, ce sera David. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, son dilemme. Le fait que ce soit un type bien, qui essaye de faire ce qui est juste à chaque fois, qui a vraiment en tête d'aider les autres, de se montrer le plus utile possible, et toute la frustration que ça apporte par rapport à ça. Parce que majoritairement, c'est un type bien qu'on admire par rapport à ses bonnes intentions, tous ces actes héroïques qu'il veut faire, mais on se rend bien compte que c'est juste un homme qui, malgré le fait qu'il se batte très bien, ne pourra pas être aussi fortiche que certains autres personnages. Et ça amène de très bons moments de frustration du personnage par rapport à son impuissance. Et le fait qu'il essaye d'être utile sans arriver à l'être vraiment. Et s'il y a bien une chose que je peux concéder aux saisons 4 à 7, c'est le fait qu'on ait vraiment bien joué là-dessus. Le fait qu'il se sente impuissant, le fait qu'il essaye à tout prix de se montrer utile, même quand la situation ne lui permet pas. Ça amène des moments très touchants autour de lui, notamment autour de la saison 5, avec son petit flashback avec Arthur, où il essaye vraiment de se montrer le plus utile possible, alors que oui, il a toujours du mal avec ça. Le flashback dans la saison 6 sur son père, et le fait que... Et toute la frustration qui lui revient en pleine gueule, quoi, qui fait ressortir avec tous ces événements et ce nouveau truc qui lui tombe dessus, c'était très fort. L'acteur le fait super bien passer et j'étais vraiment touché par sa frustration, tout simplement. La frustration du personnage est très forte. Voilà, et son couple avec Blanche-Neige est très joli aussi. J'ai beaucoup aimé ce couple-là, il passe très bien. J'ai vraiment grandement apprécié David. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont plus fans de Killian Jones ou de Regina. Moi, c'est David, mon personnage préféré tout court de cette série. Alors celui-là, je suis sûr que ça fera pas plaisir à tout le monde, mais globalement, quand je me revois tous les personnages principaux qu'on a eu dans cette série, il n'y en a aucun que je déteste. Il n'y en a aucun que je trouve mauvais foncièrement. Parce que je trouve que d'une part les interprétations sont bonnes et on a créé suffisamment de moments émotion, de développement autour d'eux pour les rendre pas trop mal. Mais il y a deux personnages dans le lot qui me posent un petit peu problème. Le premier c'est Cendrillon qui faisait un peu trop répétition par rapport aux autres personnages qu'on a eu avant, ce qui la rendait assez inintéressante. Mais bon, c'était un personnage principal de la dernière saison, je parle de Cendrillon bis bien sûr. Donc ça m'a pas trop mal marqué, c'est juste que elle était oubliable, elle était plutôt oubliable ce personnage. Par contre, il y a un personnage qui m'a marqué en mal à de nombreux moments, c'est Zelena. Voilà, je sais que t'es des fans du personnage. Je la déteste pas parce que elle a quelques moments de rédemption sympathiques à la fin. Mais comment vous dire? Pour moi, c'est un petit peu comme Christophe dans La Reine des Neiges, c'est-à-dire que ce personnage, par sa simple présence et les liens qu'il crée, font l'air pas mal de choses. Et ça vient pas tant de la qualité intrinsèque du personnage, c'est surtout le fait qu'il s'immisce dans des histoires en les rendant par sa présence moins bonnes. Notamment avec Hadès qui était un méchant assez savoureux dans le deuxième arc de la saison 5, mais une fois que Zelena apparaît, qu'on crée cette histoire d'amour autour d'eux, il perd énormément en charisme, et cette histoire d'amour va pas très loin, je trouve, malheureusement. C'est très très dommage. C'est un problème assez important autour de Zelena par rapport à ça. D'autant plus que même si son histoire est pas mal, une fois qu'on la voit dans sa globalité, son histoire de rédemption, tout ça, je trouve quand même que ça fait légèrement doublon avec celle de Regina. C'est-à-dire, la méchante sorcière qui apprend au fur et à mesure à faire confiance aux autres et à trouver une famille en ces nouvelles personnes. C'est pareil avec Regina. Regina a vécu la même chose et Zelena, on lui fait vivre la même chose
avec une mise en scène un peu différente, dans des contextes différents, mais c'est un peu la même chose, ça fait doublon avec Regina, je suis désolé. On essaye de faire un peu le yo-yo avec elle, comme on l'a fait avec Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin aussi, j'ai un gros problème avec le fait qu'on fasse le yo-yo avec lui, un coup il est gentil, un coup il est méchant, tout ça, c'était chiant. Mais avec Zelena, c'était beaucoup plus fréquent. Et au moins avec Rumpelstiltskin, il y a eu une évolution intéressante dans les 3 premières saisons. C'est pas le cas avec Zelena et c'était assez dommage. Même si je nie pas que dans dans la fin de la saison 6, dans la saison 7, ça passe. Ça va très bien, elle a une rédemption et une conclusion pour elle qui vont tout à fait convenablement. Même si à nouveau dans la saison 7, ben, le fait qu'on se centre sur elle, ça gâche un petit peu le personnage de Jack. Voilà, Jack qui aurait clairement mérité d'être davantage développé. Mais on a plutôt fait celui de Zelena à son détriment et voilà quoi, elle me frustre énormément à ce niveau-là, par sa présence, le fait qu'on se centre trop sur elle. Même si je ne la déteste pas à la fin, mais voilà, elle me pose énormément de problèmes dans ses apparitions à de nombreux moments dans la série, et c'est ce qui en fait la protagoniste la moins réussie pour moi dans cette série. Et pour terminer, on va parler de mes épisodes préférés et de mes épisodes détestés. Mon troisième épisode préféré, alors là c'est un cas très particulier, très à part de la saison 5, une chance de rédemption. L'épisode 100, le 100e épisode, et ils ont marqué le coup de façon très réussie, je trouve, en introduisant donc les enfers, en montrant de nombreux persos récurrents qu'on avait vus avant, qu'il est logique de voir aux enfers. Hein, donc c'était pas mal de montrer ça. Et on a beaucoup joué, d'une part sur la nostalgie de ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Tout cet épisode, ça repose sur la rédemption entre guillemets du père de Regina. Regina qui sent très mal de l'avoir trahi, de l'avoir tué. Ça reprenait très bien l'épisode, la première saison par rapport à ça, ce qui s'est passé à ce niveau-là, avec un flashback qui complétait plutôt bien ce qui s'était passé avant, sans être sensationnel, mais il était quand même pas mal, et ça amenait de très bons moments d'émotion. De très bons moments d'émotion entre Neil et Emma, et de très bons moments d'émotion entre Regina et son père. Une très très bonne introduction à cet arc qui malheureusement n'aura pas été très bien suivi par la suite. Hein, même si j'ai bien apprécié l'épisode suivant, mais après... Mon deuxième épisode préféré, c'est le double épisode final de la saison 3, On n'est jamais aussi bien que chez soi, et qui reprenait un petit peu le concept de Retour vers le futur, mais dans un cadre un peu particulier, et ça le faisait très bien. Voilà, la prémisse comme quoi, l'esprit de Zelena a provoqué la brèche, l'ouverture de la brèche, tout ça. C'était très moyen pour moi, c'était mal amené, mais à partir de là, ça a amené de très très bons moments entre Emma et Killian qui doivent réparer leurs erreurs dans le passé où ils se sont rendus. Et ça a géré plutôt bien ça, à la Retour vers le futur. Et comme j'aime beaucoup Retour vers le futur, bah, c'est nickel pour moi. Et de très bons moments autour de Killian et d'Emma, notamment Emma qui apprend de plus en plus à faire confiance, à avancer dans la vie. C'était un très bon passage qui marquait une très bonne conclusion pour Emma. Et j'en ai déjà parlé, mais je le redis, je trouve que ça aurait fait une très bonne conclusion pour la série tout court, parce que tout se conclut bien pour les personnages. Ils sont enfin en chemin vers leur bonheur, chacun dans leur coin. Emma et Killian, Regina et Robin des Bois, Blanche-Neige David et leurs enfants. Beaucoup de choses comme ça, très bonnes, que ça aurait suffi comme conclusion. Si on ne prend pas en compte les cliffhangers de fin qui amèneront à des choses très discutables, j'ai énormément apprécié ce double épisode final de la saison 3, et ça aurait pu être un excellent final de la série tout court si on s'en était tenu là. Et mon épisode préféré est la promesse de Pinocchio. J'en ai déjà parlé, j'adore la façon dont on incorpore l'histoire de Geppetto et Pinocchio dans le problème de la saison 1, dans toute l'intrigue de la saison 1. Je trouvais que c'était bien fichu, on a bien mis en place le fait qu'il fallait construire une armoire magique et que Geppetto était forcé de faire ça. Et ce sera foutu en l'air plus tard dans des saisons futures où apparemment n'importe qui peut le faire. Je dis ça, je dis rien. Et ouais, ça montre bien le côté très attentionné de Geppetto envers son fils, là où il était prêt à aller pour faire en sorte que son fils survive. Et tout ce que ça implique, tout ce que ça a amené, j'ai beaucoup aimé aussi le parallèle que ça faisait par rapport à l'histoire de Rumpelstiltskin qui en gros a provoqué le désastre parce qu'il veut récupérer son fils à la base. Et la raison pour laquelle
Geppetto a aidé à ce que le désastre se maintienne à un si bon niveau, à une telle difficulté, c'est parce qu'il veut sauver son fils. Il y a vraiment une histoire d'amour filial très, très forte là-dedans, une espèce de parallèle très sympathique. Geppetto était très bon dans cet épisode-là, et Pinocchio aussi. Puis on découvre enfin l'identité d'Auguste, le personnage mystère qui est apparu depuis quelques épisodes dans la ville. Et je trouvais ces moments très forts. Le fait qu'ils tiennent absolument à convaincre Emma sans y arriver. Emma qui montre bien toute la vie de merde qu'elle a vécue, où elle a jamais pu faire confiance à personne, et elle a perdu presque toute foi. C'était très joli. Là, on montre un petit peu toute l'émotion qu'elle fait passer. Et Auguste qui échoue de façon très triste, très dramatique, très bien fichue. Ce qui amène à un moment que j'ai trouvé super touchant, sans doute le plus touchant de toute la série pour moi, entre Pinocchio et Geppetto. Geppetto qui n'est pas conscient qu'il est le père de Pinocchio, qui sont liés ces deux-là, et où ça joue énormément sur la relation entre ces deux-là de façon très indirecte. Très très bonne scène, très très bon épisode. Et si on s'était maintenu là, c'est-à-dire en jouant sur les personnages secondaires qu'on a déjà incorporés, parce qu'on a incorporé énormément de personnages secondaires dans cette première saison, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'aussi bien dans la suite. Malheureusement, plus ça a été, plus on a incorporé de personnages, et c'est devenu un peu un bordel tout ça. Mais ça reste un excellent épisode, et quelque chose qui m'a vraiment agrippé dans votre histoire, dans ces premières saisons. Les pires épisodes, je pense que vous pouvez les discerner un petit peu par vous-même par rapport au niveau de gueulage qu'il y a eu dans les critiques réac. Mais bon, on va les montrer. Ces différents épisodes, ce sont que des épisodes des dernières saisons, je ne vous cache pas. Parce que les dernières saisons, même si globalement elles arrivaient à avoir quelque chose d'un peu plus frais que ce qui se faisait avant, surtout la saison 7, il y avait des moments qui m'ont vraiment irrité. Et donc on commence avec l'épisode 14 de la saison 6, la flèche de Cupidon. Je déteste le monde des vœux. Je vous cache pas, c'est bien un truc que j'ai pas du tout aimé en inclusion dans cette série qu'ils ont fait à la saison 6, c'est ce monde des vœux. Au début, j'étais plutôt pour, parce que je pensais que c'était juste un monde comme ça, quoi. On entrait, puis on y entrait, ça créait une espèce de vision un peu particulière, idéale de ce monde par Emma, et puis une fois qu'on en sort, on n'entend plus parler, au revoir. Mais non, on a insisté là-dessus, et donc on a créé énormément de choses qui n'allaient pas. Et ce qui a amené cette espèce de fin heureuse pour toujours, avec la méchante reine qui finit avec le Robin des Bois bis de ce monde des vœux dont l'existence n'a aucune explication à part le fait il y avait besoin de ce Robin des Bois bis. Pourquoi il y avait besoin de ce Robin des Bois bis? Apparemment parce qu'il fallait trouver un chaussure à son pied pour la méchante reine, le double maléfique né de Regina, parce qu'elle a fait un choix de merde avant, et ça j'y reviendrai plus tard dans cette liste. Et ouais, la méchante reine qui a eu quasiment aucun moment pour vraiment avoir de quoi être rattrapable, rachetable. Je sais que certains diront, mais Mr. Hyde, on a bien montré que lui aussi, il avait un bon côté, donc peut-être que la méchante reine aussi, c'était pareil, ça marche comme ça, ouais. Et ça aurait été cool d'insister là-dessus, de montrer une vraie évolution du personnage, pas de faire dire à Emma, oh c'est bon, je comprends ce que tu as vécu, et on n'a pas à être forcément méchant. Et c'est venu avec un ta gueule c'est magique, un bon gros ta gueule c'est magique, comme cette série aime en faire, où en mélangeant leurs deux cœurs à ces deux-là, elle a réussi à donner un peu de bonté dans le cœur de la méchante reine, ce qui fait qu'elle regrette absolument tout ce qu'elle fait. Bon, elle le regrette, mais elle fait rien pour essayer d'arranger ça. Elle peut aller se barrer et vivre sa fin heureuse, parce que voilà, maintenant, tout est pardonné, il n'y a plus rien à faire pour elle. Ça m'a gavé. Ça m'a particulièrement gavé cette fin de personnage qui était amenée avec le cul. Et le flashback, même s'il y avait quelques petits bons moments un peu touchants dans le flashback, ça ne suffisait clairement pas à arranger ça et à le justifier. Donc ça m'a énormément gavé. Le deuxième pire épisode pour moi, c'est le final de la saison 5 des Histoires secrètes, qui
va définir énormément de mauvaises choses dans la saison à venir et qui va reposer sur deux trucs mais bien gras et stupides qui m'ont vraiment gavé hein, lors de l'écriture. Ça m'a même fait rire hein, de dépit presque à certains moments. Hein. On en a déjà parlé et je me suis déjà un peu étendu là-dessus, mais le côté fontaine au feu qui marche alors que ça n'a jamais été instauré avant, cette fontaine au feu ou quoi que ce soit, que Henry fasse un discours à la con qui convainc tout le monde, que ça marche donc, que tout le monde, qu'en faisant un vœu à la fontaine au feu, ça parvient à créer une espèce de portail magique à la con qui ramène tout le monde. C'était le moment d'écriture le plus paresseux et moisi de toute la série. Et c'est dire beaucoup, parce que cette série regorge de moments d'écriture paresseux et moisis, mais celui-là, mais... en tête, tellement c'était mal fichu, tellement c'était pas crédible, tellement ça sortait de nulle part. Déjà qu'on nous invente d'autres trucs qui sortent de nulle part, comme par exemple le fait que le dragon ait survécu. Ouais, le dragon a survécu au fait d'avoir été tué dans la saison 2 parce que mon cul, voilà, hein, c'est ça. Et ça amène cette scène qui est ridicule, qui sort de nulle part, qui est mal faite, qui est insultant. Et s'il y avait que ça, ce serait pas un des pires épisodes de la série, ce serait déjà pas mal, mais ce serait pas un des pires épisodes de la série, mais c'est ponctué par la décision complètement stupide et expédiée qui est faite autour de Regina d'utiliser le sérum de Dr Jekyll pour se scinder en deux et enlever sa seconde moitié. Voilà, de se débarrasser de sa mauvaise moitié, sa moitié maléfique. Hein, sachant que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais il y a ce genre de conneries. Et c'était une décision pas du tout réfléchie, ridicule à faire, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a pas testé ce truc-là plus d'une fois. Ça amènera à tout un délire autour de la méchante reine que j'aime pas la conclusion, hein, j'avais parlé pour l'épisode d'avant, j'aime pas du tout la conclusion de la méchante reine là-dessus, et j'ai le sentiment qu'ils ne savaient pas du tout comment faire progresser ça au moment où c'est arrivé. Ça aura créé un conflit qui pouvait être intéressant au départ, mais qui deviendra un peu naze au fur et à mesure de la saison 6, et qui m'aura bien gavé. Et donc ouais, c'est pour ça que je déteste ce final de la saison 5, parce que d'une part, ça met en place des choses qui sont mal gérées par la suite, très mal gérées, et ça le fait, mais de façon complètement insultante et qui rabaisse l'intelligence de nos personnages et l'intelligence du spectateur tout simplement. Parce que je suis désolé mais moi je me sens très insulté dans mon intelligence quand on me fait croire qu'une fontaine au feu qui sort de nulle part peut réussir à produire de la magie suffisante pour créer un portail vers un autre monde alors qu'elle n'était pas censée avoir de magie avant. Ouais, c'est de la connerie pour moi. Et pour le pire épisode, je sais que ça peut paraître un peu frais encore mais... Une fois que je pèse le pour et le contre, je me dis non, il n'y a pas pire que ça. Épisode 10 de la saison 7, dernière saison, la huitième sorcière. Ça reprend super mal ce qui a été instauré dans le passé pour amener à ce que cette malédiction se lance avec des trucs pas crédibles, des trucs forcés, et sans reprendre complètement ce qui a été instauré, c'est-à-dire on parle de l'île la Tigresse, c'est bien, mais en fin de compte on va pas jusqu'au bout pour revenir sur les flashbacks de l'île la Tigresse, donc merde. L'île la Tigresse qui ne sera pas reprise par la suite, j'en ai parlé à nauseam, mais oui, la potion dont Regina se sert pour redonner la mémoire à Selena, elle en a encore en stock, toute une bouteille de rhum en stock de ça, elle l'utilise pas. Le sort noir qui est lancé alors qu'il faut pas arracher et détruire le cœur de la personne qu'on aime le plus maintenant. Et en plus de ça, on apprendra plus tard que ça créerait un sort encore plus puissant qui a permis de remonter dans le temps. Donc quand même, merde, il y a énormément de choses par rapport au fait qu'on force la situation pour que Regina accepte de laisser lancer le sort. Ce qui en soi pour moi n'est pas logique. Parce que voilà, on pouvait facilement sauver Henry de plusieurs façons. Vous n'avez pas arrêté d'utiliser des haricots magiques en flashback pour passer d'un monde à l'autre, ne serait-ce que du monde des vœux au monde modifié avec Cendrillon et compagnie. Mais pourtant, quand la malédiction arrive, vous vous dites oh, on va pas faire ça.
très con quand même, hein, je trouve que c'est très con. Il y a tellement de choses à redire, de choses à redire sur la façon dont c'est mis en place, sur la façon dont on reprendra des éléments que, punaise, ça fout en l'air une grande partie de l'appréciation de la suite de la saison 7, parce que la suite de la saison 7 est acceptable. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui est mis en place dans l'épisode 10, qui est mal repris, qui plombe complètement l'appréciation qu'on a de cette saison 7. C'est, pour moi, le pire épisode parce que, tout simplement, tout ce qui vient ensuite, à peu près tout ce qui vient ensuite, à quelques exceptions près, sera entaché par ça. Je veux dire, c'était déjà pas mal dans le final de la saison 5 parce que qui va entacher une partie de la saison 6, mais ça met en place des choses qui n'étaient pas mauvais à la base. Ils ont juste été mal gérés. Mais ce qui est mis en place après l'épisode 10 de la saison 7, c'est pas que c'est mal géré ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est plombé par le fait qu'on a mis en place des choses très très mal fichues dans l'épisode 10 et ça m'a profondément gavé. Cet épisode m'a profondément gavé. C'est la marque ultime que les scénaristes ne réfléchissent à rien, qu'ils manipulent les règles de fonctionnement de leur monde comme ça les arrange, sans réfléchir une seule seconde à comment ça est censé fonctionner. Et punaise, je me suis rarement senti autant insulté devant un épisode de série. Voilà, je dis très sincèrement, j'ai détesté très profondément cet épisode-là. Et je sais pas, en termes de qualité intrinsèque, j'imagine que le final de la saison 5 était un peu pire, mais dans ce qu'il aura apporté par la suite, dans le mauvais ressenti qu'il m'aura donné dans le reste de la saison, il le bat. Voilà, il le bat en termes de nullité, cet épisode 10 de la saison 7. N'empêche que malgré ses gros défauts, parce qu'il y a de gros défauts de pas mal d'épisodes qui sont mal faits et tout, j'apprécie globalement cette série. Les 3 premières saisons vraiment, et les 4 dernières saisons un peu moins, ça passait à peu près. Je ne vais pas garder un mauvais souvenir global de ce que j'ai vécu en regardant ces différents épisodes. Il y a pas mal de bons moments qui m'ont bien marqué. Pas mal de passages que j'ai vraiment appréciés. On sent que c'était une équipe, en tout cas au niveau des acteurs, qui se sont bien retrouvés, qui ont passé du bon temps ensemble. Et ça se ressent à travers l'interprétation et pas mal de scènes. C'est un truc que je peux pas nier. Il y a pas mal de moments qui m'auront fait sourire, plaisir, qui m'auront ému, hein, que ce soit au début ou à la fin. Et quand une série sait faire ça, c'est qu'elle réussit quelque chose. Voilà, donc cette série réussit quelque chose. Est-ce que ce sera une des grandes séries incontournables de ma ludothèque? Clairement pas. Clairement pas. Hein, les 4 dernières saisons ne méritent clairement pas ça. Mais malgré tout, ça reste une série que j'ai pris majoritairement plaisir à suivre, dont je me souviendrai encore, hein, surtout les bons points, mais même les mauvais points, je m'en souviendrai, hein, parce qu'il y a vraiment des moments... mais oui, ça reste une série qui m'aura marqué, majoritairement bien, en partie en mal, mais majoritairement bien, et que je suis pas mécontent d'avoir découvert et d'avoir découvert avec vous. Et je vous donne rendez-vous pour les futurs réacs autour de la série qui a gagné le sondage qui a été lancé il y a quelques temps. Hein, ce sera très certainement les mystérieuses cités d'or. Hein, là, c'est quasiment bouclé. Alors, en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de futures vidéos. Bye!